Rebonsoir tout le monde et bienvenue à ce programme de formation sur Flotteur. Alors, le thème d'aujourd'hui est Flotteur pour débutants, comprendre l'environnement et faciliter la prise en main rapide. Alors, pour aujourd'hui, nous allons commencer par une petite introduction sur Flotteur. Nous allons parler de c'est quoi Flotteur, qui en est à l'origine et voilà quoi, une petite généralité sur le framework. Ensuite, nous allons parler du pourquoi de Flutter. Pourquoi est-ce qu'on a créé Flutter et pourquoi Flutter et pas les autres technologies. Alors ensuite, nous allons parler un peu du principe de fonctionnement de Flutter. Comment est-ce que Flutter il fonctionne, la différence entre Flutter et les autres. Et voilà quoi. Ensuite, je vais vous présenter les prérequis, donc ce qu'il vous faut au préalable pour pouvoir bien développer en Flutter. Donc, pour votre environnement de développement ou pour les caractéristiques matérielles de votre machine. Ensuite, nous allons passer à un petit tutoriel où nous allons installer Flutter dans notre machine. Bon, ça sera indépendant du système d'exploitation que vous avez dans votre machine. Donc, pour tout type de système d'exploitation, que ce soit Windows, Linux ou macOS, il y a une installation appropriée pour votre système d'exploitation et on le verra dans cette section-là. Ensuite, nous allons passer à un petit cas pratique que j'ai préparé pour vous où je vais vous permettre de toucher du doigt à Flutter pour mieux voir comment est-ce que ça fonctionne parce que tout ce qui serait cité en haut serait un peu assez abstrait. Alors, quand on va passer au cas pratique, vous aurez une vue un peu plus palpable de l'utilisation de Flutter. Et normalement, pour terminer, j'ai préparé quelques petits liens que vous pourrez visiter pour ceux-là qui aimeraient approfondir leurs connaissances sur le dit framework. Il y a des petits liens là que j'ai préparés pour vous qui vous seraient très utiles, je pense. Alors, sans plus tarder, commençons avec l'introduction. Alors, c'est quoi Flutter? Flutter, c'est un framework créé par Google que nous connaissons tous, le fameux moteur de recherche. Et comme je le dis, c'est un framework dont ce n'est pas un langage à ne pas confondre. Il est plutôt basé sur le langage Dart. Dart, beaucoup de personnes ne connaissent pas le Dart parce qu'il n'a pas vraiment eu de succès. Merci, il peut dire en tout cas merci à Flutter car grâce à Flutter, le Dart est beaucoup utilisé désormais dans le monde du développement. Alors, Dart aussi est un langage créé par Flutter, hein. Et ensuite, il peut être utilisé notamment pour la création des applications web, mobile ou desktop. Donc, comme vous pouvez le constater, vous pouvez faire des applications web ou même mobile ou desktop à partir de Flutter. Alors, Flutter est constitué de ce qu'on appelle des widgets. Donc, puisque ce n'est pas un langage de programmation, c'est un framework. Il contient donc des widgets. Comme je le mentionne juste par la suite, ce sont des éléments graphiques que l'on peut façonner à sa guise. Donc, comme exemple de widget, on peut avoir des champs de saisie du texte, des boutons, des images, des conteneurs et bien d'autres. Pour ceux qui ont déjà fait du développement, vous voyez un peu à quoi ça pourrait faire référence. Alors, pourquoi Flutter? Euh, de nos jours, la programmation des applications est plus efficiente lorsqu'elle prend en compte des diversités choix d'applications. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire si vous développez une application qui peut être exécutée sur mobile, la même application peut être exécutée sur votre ordinateur desktop ou alors peut être accessible via HTTP, donc par une adresse, c'est ça que j'appelle le web. Alors votre application serait plus efficiente si elle respectait ces principes-là. Et c'est généralement, si vous êtes un peu implanté dans le monde du développement, la plupart de vos clients vont vouloir des applications qui respectent un peu ce principe-là, donc qui pourraient être exécutées sur le mobile, sur le web, et en fait, que tous les types d'utilisateurs puissent utiliser cette application et que ce soit adapté à leur appareil, en fait.
Alors, pour cela, les développeurs ont tendance à développer plusieurs applications pour desktop, pour web et pour mobile en utilisant des technologies différentes. Comme vous pouvez voir, par exemple, je prends un exemple très palpable hein, pour un site e-commerce. Vous avez besoin, par exemple, de PHP, JavaScript et HTML pour faire la version web. Ensuite, s'il faut une version mobile, vous allez venir au Java ou Ionic. Vous allez créer une version Android et ça, c'est de zéro. Donc, c'est un autre projet. Ensuite, s'il faut une version desktop, vous allez forcément basculer vers, je sais pas, du C Sharp ou du Java aussi pour avoir une version desktop. Et là, ça devient un peu problématique parce que c'est beaucoup de travail pour une seule application. Il faudrait prendre au minimum 2 mois, un mois pour développer la version mobile. Ensuite, déclencher un autre projet pour développer la version desktop et la version web. Ça devient un peu très fastidieux. Alors, Flutter vient vous permettre, je vais vous surprendre, Flutter vient avec le même code, dont vous n'avez pas besoin d'écrire ce code deux fois, non. Le même code, vous générez une version web, vous générez une version mobile et la version desktop. Bon, pour ceux qui ont un peu plus d'expérience dans le développement, ils vont me dire, ouais, il y a Ionic, il y a Cordova qui fait déjà ça. Mais la différence entre Flutter et ces frameworks est que ces frameworks-là sont des tiers, en fait, je dirais, qui ne sont pas natifs. Pour pouvoir accéder à des fonctionnalités natives d'un appareil, par exemple, je peux dire accéder à la caméra, avoir la position du téléphone dans l'espace, des trucs un peu qui sont très rapprochés du matériel de l'Android même ou bien du desktop. Ça va être compliqué avec Ionic ou d'autres frameworks, bien qu'ils soient hybrides aussi. Flutter vient être ce framework-là qui va générer des versions pour chaque type de terminaux et qui est natif. Donc, vous pourrez accéder à ces fonctionnalités natives-là grâce à Flutter. C'est ça donc qui fait la différence entre Flutter et les autres frameworks. OK. Donc, en gros, c'est ça. Flutter, comme je l'ai dit, avec le même code, vous avez la possibilité de générer des versions différentes de votre application. Et l'avantage pour cela, c'est que vous ne vous cassez plus trop la tête à faire des choix de technologie. Et le développement est facile parce que vraiment avec Flutter, le développement est très simplifié. Vous allez le voir tout à l'heure. Principe de fonctionnement. Je l'ai dit, je l'ai mentionné tout à l'heure lorsque je faisais l'introduction sur Flutter. Flutter est un framework basé sur ce qu'on appelait des widgets. Donc, à part des widgets sur Flutter, vous pouvez avoir la logique algorithmique où vous créez des fonctions et tout. Mais sur 80% du principe du Flutter, on parle de widget. Qu'est-ce qu'un widget? Ça peut être un champ de saisie de texte, une image, en fait, un élément graphique, c'est ça un widget. Donc, et puisque une application, c'est, on peut dire 98%, hein, ce sont des éléments graphiques, puisque l'application, c'est ce qu'on voit. Flutter possède une grosse bibliothèque de widgets. Vous ne pourrez même pas vous imaginer. Et si on vous demandait de reproduire même déjà ces widgets-là en natif avec Java, par exemple, ça serait très fastidieux. Donc, Flutter intègre déjà cela et vous donne une facilité de manipulation. Vous pourrez le retoucher à votre manière, à votre guise, faire de ça ce que vous voulez. Ça dépend de vous. Alors, parlant des widgets, nous avons deux types de widgets, pas plus, pas moins. On n'en a que deux. Nous avons les stateful widgets. Un stateful widget, c'est en fait un élément graphique qui peut être modifié pendant son exécution. Je prends un exemple. Vous avez sûrement une application qui fait un compte à rebours, par exemple, où au début,
on précise le temps que l'application doit compter, disons par exemple 30 secondes. Et lorsqu'on lance le compte à rebours, le temps doit décrémenter, donc quitter de 30 et arriver à 0. Donc, un stateful widget, c'est ce widget-là, par exemple, du texte où vous mettez 30 et qu'à chaque fois que vous changez la valeur d'une variable, le widget se met aussi à jour. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est un peu ça le principe du stateful widget. À chaque moment, son état peut changer. Et à chaque fois que une variable d'un stateful widget change, tout le graphisme est régénéré, du moins les parties concernées. Donc, si à un niveau, vous avez mis le nom de l'utilisateur en cours et qu'après, directement dans la même vue, cette variable-là change, vous allez voir le changement de la variable s'effectuer sans avoir à remodifier l'élément graphique dans le code. C'est donc ça le principe du stateful widget. Et après ça, nous avons le stateless, qui est bien évidemment le contraire du stateful. Lui, il est statique. On le déclare avec son affichage. On peut lui passer des paramètres, oui, puisque c'est une classe normalement. On peut lui dire, lors de ton chargement, tu dois prendre cet attribut-là ou cette forme-là. Mais une fois qu'un stateless widget est chargé, il ne pourra plus être modifié. Si par exemple, vous avez, comme je le faisais, comme je l'ai dit tout à l'heure, un compte à rebours avec un texte qui décrémente à chaque fois, si à la place de cela, vous utilisez un stateless widget, à chaque fois que vous allez modifier la variable de la seconde, par exemple, l'élément graphique, lui, il va rester inchangé. Même comme la variable va changer, mais l'élément graphique, lui, il a déjà été chargé, il ne changera plus jamais jusqu'au prochain chargement. Donc, pour observer de modifications sur un stateless widget, il faut complètement le recharger de vous-même. Ça ne se fait pas automatiquement. Donc, le stateless, lui, il est statique, il ne change pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous faut pour commencer à développer Flutter? Parce que ce n'est pas toutes les machines qui peuvent, bien évidemment, vous ne pouvez pas vous lever un matin, vous prenez votre ordinateur et puis vous dites, bon, aujourd'hui, je développe Flutter. Non, il y a des choses que vous devez vous imprégner au préalable. Alors, la toute première des choses, vous devez avoir un IDE. Pour ceux qui ne savent pas, IDE, c'est Integrated Development Environment, ou en français, environnement de développement intégré. Signifie quoi? Ça veut dire qu'avec un IDE, vous avez déjà l'environnement qui est bien cadré. Donc, si vous voulez faire du Flutter, vous avez la possibilité de configurer votre IDE pour le spécifier. Par exemple, oui, je suis en train de développer du Flutter et là, il saura vous aider dans votre développement, que ce soit pour la compilation, que ce soit, je sais pas, pour la correction de code ou bien pour les bonnes pratiques et tout. L'IDE, c'est celui-là qui vous aide dans votre développement. Et pour Flutter, nous avons deux IDE très capitaux. Nous avons Android Studio en tête et nous avons Visual Studio Code. Donc, ces deux-là sont les IDE les plus utilisés et les recommandés. Parce que, bon, les autres IDE vont vous permettre juste d'éditer du texte, mais pas vraiment très complet comme ces deux-là. Donc, avec Android Studio et Visual Studio Code, vous pouvez développer Flutter. Mais si vous vous limitez juste à l'IDE, vous ne pourrez pas, par exemple, compiler. Donc, pour compiler maintenant, il vous faut ce qu'on appelle un SDK Android. Ça, c'est quand vous voulez faire du développement Android, il vous faut des SDK. SDK, pour ceux qui ne savent pas, SDK, c'est Software Development Kit. En fait, c'est toute une librairie contenant des outils au développement des applications Android. Donc, des classes ou alors je sais pas, des modules que vous pourrez appeler dans votre code et l'utiliser, quoi. Et il vous permet aussi de compiler, de générer vos APK et tout. C'est le SDK qui gère tout ça. Donc, si vous avez Android Studio ou Visual Studio Code et que vous n'avez pas de SDK Android, vous
pourrez courir dans le sac. Certes, vous pourrez éditer du code Flutter, mais vous ne pourrez pas l'exécuter ni le compiler. Ensuite, quand vous avez l'Android SDK et votre IDE, il vous faut notamment un AVD. AVD pour Android Virtual Device. Donc, en fait, c'est un téléphone Android, communément appelé un émulateur. C'est un téléphone Android qui sera virtuel et qui sera créé dans votre machine. Donc, à défaut de cela, il y a des machines qui n'ont peut-être pas assez de RAM pour pouvoir lancer un AVD. Donc, vous avez aussi la possibilité de brancher votre téléphone avec mode développeur activé. Le mode développeur, c'est ce mode-là qui va vous permettre d'activer des fonctionnalités de débogage, d'installation via USB pour pouvoir développer. Parce que si vous n'avez pas votre mode développeur activé, c'est clair, lorsque vous allez brancher votre téléphone sur votre machine, votre téléphone ne va faire que charger. Il ne sera même pas détecté par votre IDE. Donc, la VD ou votre téléphone, c'est aussi indispensable. Et il faut aussi préciser, ça c'est si vous voulez exécuter votre code, parce que vous pouvez ne pas avoir la VD ni le téléphone. Vous codez, vous êtes sûr que ce que vous avez écrit est juste et vous compilez. Et ce qui est vraiment très faux. Donc, c'est un peu ce qu'il vous faut côté logiciel. Et il faut aussi noter que pour bien développer avec Flutter, parce que lorsque vous allez installer Flutter, Flutter ne va jamais vous dire que vous n'avez pas assez de RAM ou alors votre processeur n'est pas assez puissant. Non. Sachez juste que pour bien développer Flutter, vous avez besoin d'un ordinateur avec un processeur minimum, je précise bien minimum, Core i5 ou équivalent si vous avez AMD. Donc, il vous faut une puissance au moins de 5 heures, donc Core i5, avec 8 gigas de RAM minimum. Parce que juste l'IDE pourrait vous prendre jusqu'à 4 gigas de RAM. Alors, si vous avez juste 4 gigas, ça pourrait faire crasher votre machine et vous serez perdant, en fait. En gros, c'est ce qu'il vous faut pour développer avec Flutter. Quand vous avez déjà respecté tout ceci, vous êtes OK, vous pouvez lancer. Sans plus tarder, nous allons passer à l'installation de Flutter. Donc, tout le processus d'installation est bien détaillé sur le site officiel de Flutter. Alors, j'ai pensé à vous mettre le lien là, dans le document. Vous passez juste là et vous aurez, et nous allons aller ensemble, nous allons voir comment installer Flutter. Donc, nous passons au navigateur à présent. OK, comme vous pouvez bien le voir, Flutter vous demande déjà quel est le système d'exploitation que vous utilisez. Et comme je sais que pour la plupart d'entre vous, ça va être Windows. Essayons d'aller voir ce qu'il y a dans Windows. Alors, on choisit Windows. Il nous redirige donc vers la page de notre système d'exploitation. Et comme vous pouvez le constater, il donne des petits prérequis là pour installer Flutter et votre environnement de développement. Il vous faut système d'exploitation minimum Windows 7, au moins 1,6 gigabits d'espace libre sur votre disque dur et les outils dont dépend de Flutter qui sont le Windows PowerShell, au moins c'est 5.0 ou une version plus récente. Et il vous faut aussi Git pour utiliser les commandes de Flutter. Alors, tout ceci est respecté. Forcément, les machines du 21e siècle respectent déjà ces prérequis-là, donc c'est juste pour une précision. Vous venez dans la toute première étape, c'est de télécharger le SDK, donc Flutter pour Windows. Et la dernière version, c'est bien notamment la version 5.2. Après avoir téléchargé cela, vous le décompressez à l'endroit où vous voulez, ça dépend de vous. Mais ils vous ont donné un exemple là, vous pouvez le décompresser dans vos documents. Mais moi, généralement, je conseille de décompresser Flutter dans un endroit un peu plus sécurisé. Vous pouvez créer un dossier dans votre disque C ou votre disque auxiliaire
bien nommé flotteur et vous décompressez flotteur à l'intérieur. Voilà. Et ils disent surtout de ne pas décompresser dans le programme Files parce que, comme on le sait tous, les utilisateurs de Windows, le programme Files est protégé par des droits d'administrateur. Donc, pour exécuter certaines commandes, ça serait un peu compliqué. Après cela, bon, là, c'est pour ceux qui aimeraient cloner le projet Flutter directement depuis le dépôt GitHub. Mais après avoir téléchargé déjà le fichier du haut, là, ça ne sera plus nécessaire. Donc, vous pouvez ignorer cette étape. Après cela, ce qu'il vous faut, c'est mettre à jour votre variable d'environnement. Votre variable d'environnement, c'est là que vous allez spécifier le chemin qui mène vers le dossier racine du SDK Flutter. Et cela va vous permettre de lancer, en fait, d'exécuter Flutter depuis votre invite de commande. Sinon, vous allez écrire Flutter dans votre invite de commande et vous n'aurez aucun résultat. Donc, votre invite de commande va vous dire cette commande n'est pas reconnue. Donc, pour éviter cela, vous ajoutez le chemin de Flutter à votre variable d'environnement. OK. Ensuite, il vous propose quelques commandes de test pour bien tester que votre Flutter marche. Et ensuite, ouais, ça, ce sont des commandes. Et pour lancer, et pour tester que votre Flutter marche et que vous avez bien toutes les configurations nécessaires, vous avez besoin de lancer la commande Flutter Doctor. Si je le sais chez moi, puisque j'ai déjà installé Flutter, voyons voir si Flutter est bien installé chez moi. OK, déjà, on n'a pas d'erreur. Il y a notre Flutter Doctor qui s'exécute. En fait, le rôle du Flutter Doctor, c'est de checker si vous avez toutes les configurations nécessaires au bon développement de Flutter. Et comme vous pouvez le constater, ils nous affichent d'abord la version de Flutter que j'ai sur ma machine. Et voilà, j'ai une version 5.2.5.1. Android Toolchain Develop for Android Device dans le SDK. Il a détecté mon SDK, donc j'ai bien le SDK. Le Chrome Web, ouais, j'ai Google Chrome pour les tests web puisque je l'ai mentionné au début. Flutter, en développant Flutter, vous pouvez faire aussi du web. OK. Ensuite, vous avez Android Studio. Oui, il a détecté mon Android Studio et il me donne ma version. IntelliJ, pour ceux qui aimeraient aussi utiliser IntelliJ, mais il n'est pas vraiment concentré sur le développement Android. IntelliJ est un peu, je vais dire, global. IntelliJ fait tous les langages de programmation. Oui, il a détecté Visual Studio Code dans ma machine. Il a checké. Et il a détecté deux appareils connectés sur lesquels je peux lancer mes tests. Et là, no issue found. C'est pour dire que tout est OK dans ma machine. Flutter est prêt à être utilisé. Donc, après votre installation, je vous invite donc à lancer cette commande-là, comme vous l'avez vu chez moi, pour vérifier que tout est OK avec votre Flutter. Au cas contraire, essayez de résoudre le problème qui ne va pas. OK. Et voilà, pour pouvoir activer l'Android chez vous, vous devez normalement télécharger Android Studio. Pour pouvoir activer l'Android chez vous, vous devez normalement télécharger Android Studio, qui est déjà, moi je le préfère, préfère Android Studio. Et après avoir installé Android Studio, la suite devrait couler. Donc, vous aurez à télécharger les SDK comme je l'ai dit, et c'est rien de compliqué. Après l'installation, vous aurez cet écran. Laissez-moi vous montrer. Voilà. En fait, vous aurez l'écran de SDK Manager. Puisqu'il il n'aura pas détecté d'SDK chez vous, vous aurez dans cet écran avec les différents SDK disponibles. Alors, rassurez-vous d'être comment dire, sur l'onglet de SDK Platforms et de cocher au minimum une plateforme. Et là,
Moi, par exemple, j'ai Android 5.1, Android 6.0, Android 7.1.1 et Android 11. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, lorsque vous checkez l'une de ces lignes, cela signifie que si vous développez des applications Android, vous aurez la possibilité de les tester sur un Android virtuel, Android version 5.1 ou 6.0 ou 7. En fait, pour ce que j'ai coché, ça va dépendre de vous. Cochez et rassurez-vous que tout le téléchargement s'est effectué et que tout marche à merveille, que tout est fini sans erreur. Donc, moi, actuellement, j'ai la possibilité de lancer mes tests sur Android 5.1, 6.0 et ainsi de suite. Donc, c'est obligatoire si vous voulez exécuter votre code, même pour la compilation, c'est obligatoire d'avoir coché au moins, moi, je vous conseille de cocher au moins deux ou trois ici. Cela vous permettra de faire des tests sur d'autres plateformes. Et les SDK Tools, vous cochez aussi là, Android Emulator, celui qui va vous permettre de créer les AVD. Vous cochez aussi Android SDK Platforms, oui, c'est lui qui vous permet de télécharger les SDK. Le NDK aussi, vous devez le cocher parce que c'est lui qui gère tout ce qui est fonctionnalité native, comme je l'ai dit tout à l'heure, des informations sur le téléphone ou des fonctionnalités natives, quoi. Utiliser la caméra et bien d'autres. Et voilà. Et les SDK Build Tools aussi, vous devez les avoir parce que ce sont eux qui se chargent de la compilation de votre code et la génération du fichier APK. OK. Voilà donc ce que vous devez installer pour pouvoir lancer un projet Android. OK. Continuons dans la documentation. Ensuite, comme je l'ai dit, il vous faut un AVD, un Android device. Vous pouvez soit utiliser votre téléphone Android physique via l'USB et vous le connectez avec le mode de développeur activé. Et là, vous activez le débogage USB pour que votre téléphone soit détectable par l'ADB. OK, l'ADB, c'est lui qui se charge de la connexion entre l'Android et votre machine. C'est lui qui se charge de ça. Ou à défaut, comme il le mentionne là, vous pouvez créer votre émulateur Android à partir de l'AVD Manager. Je vous fais directement une petite démonstration. Là, nous avons l'AVD Manager. Moi, pour le moment, je n'ai créé qu'un seul émulateur. C'est un Galaxy Nexus API 22 pour dire la version d'Android. C'est en fait l'API 22. Et si je le lance, vous allez le voir apparaître sur le côté. Voilà. Pendant qu'il se lance, on continue avec la documentation. Et je tiens déjà à préciser que lorsque vous créez un Android virtuel comme celui-ci, déjà, vous n'avez pas la possibilité de changer la mémoire qu'il utilise. Donc, si cet Android doit utiliser 1 giga de RAM ou 2 gigas, il les prend sur votre RAM physique. Donc, avant de créer un Android Virtual Device, rassurez-vous que vous avez assez de RAM disponible dans votre machine pour pouvoir l'exécuter. Sinon, au moment de son lancement, comme vous le voyez, il va cracher et toute votre machine ne répondra plus. OK. Voilà. Et puis, bah, il vous faut accepter les licences et tout. Ça, c'est le basique. Et voilà. Pour ceux qui veulent développer desktop, ils vous disent ce qu'il vous faut pour ce faire. Et voilà, pour le web aussi, bon, il n'y a vraiment rien à faire pour le web puisque c'est déjà géré par Flutter. Donc, c'est ce que vous avez à faire. OK, voyons voir. Voilà, comme je le disais, c'est un Android virtuel. Il est très similaire à un Android physique, mais il est virtuel. Vous pouvez faire vos tests d'application dessus. OK, poursuivons avec le cours. Ça, c'était l'installation de Flutter. Nous avons fait le tour. Passons donc à notre petit cas pratique que j'ai prévu pour vous pour que vous puissiez toucher Flutter du doigt. Alors, nous allons créer une toute petite application qui récupère un nom.
dans une zone de saisie, dans un petit champ, et qui affiche bonjour suivi du nom et bienvenue sur notre application dans un rectangle de couleur verte. Ça, c'est juste pour vous apprendre à manipuler les objets graphiques. Alors, si aucun nom n'a été spécifié dans le champ de saisie, à la place de bonjour et bienvenue sur notre application, on affiche le message veuillez nous dire comment vous vous appelez. C'est plutôt très simple. Alors, sans plus tarder, on passe directement à la création de notre application et je vais vous montrer comment ça se passe pour créer une application Flutter. Voilà, vous venez là. Oui. Vous ouvrez votre invite de commande à l'endroit où vous voulez créer votre projet et vous tapez la commande Flutter, create. Non, je voulais dire create. Et puis le nom de l'application, le nom que vous voulez donner à votre application. Je vais appeler ceci test. OK, on valide la commande. Footer va se charger de nous initialiser un projet mobile et télécharger les dépendances qu'il faut pour cela. Et lorsque c'est bon, il nous spécifie que, OK, your application code is in. Voilà. Ça veut dire que tout s'est très bien passé quand vous avez ce message. OK, tout ce qu'on a à faire, c'est d'ouvrir notre IDE, Android Studio de préférence. Et allez, je vais faire un Open et je vais aller sélectionner mon projet qui est dans le dossier projet. Voilà, projet. Et voilà, mon application. Je fais OK. Android Studio ouvre mon application. Et pendant ce temps, puisque c'est un IDE, je vous l'ai dit plus tôt, il possède des outils qui contribuent au bon développement et aux bonnes pratiques de développement, raison pour laquelle il a souvent besoin d'indexer certains fichiers pour pouvoir nous aider dans notre développement. Et pendant qu'il fait cela, on essaie de connecter notre émulateur à l'IDE. Voilà, voilà. Pour commencer, je vais l'arrêter ici. Je l'éteins normalement. OK. Je vais le redémarrer depuis Android Studio. Et Android Studio va me le placer juste à côté pour pouvoir développer et tester en même temps sans changer de fenêtre. Alors déjà, lorsqu'on installe un projet Flutter, ce qu'il fait, c'est qu'il a un petit code d'exemple déjà qu'il nous propose pour voir comment est-ce qu'il fonctionne déjà et comment on peut le constater. Flutter, c'est une partie main, comme la plupart des langages de programmation. Si vous avez fait du Java, vous avez toujours cette fonction main là. C'est cette fonction qui est appelée lorsqu'on lance notre application. Alors, main, qu'est-ce qu'il fait? Il run app, my app. My app est cette classe stateless widget que Flutter nous a créé là par défaut. Comme je l'ai dit, il y a les stateful et les stateless widgets. Alors, my app, c'est un stateless widget qui retourne un material app parce qu'il faut le préciser, Flutter est basé sur la librairie matérielle de Google. Donc, tous les éléments graphiques que vous aurez à utiliser dans votre projet Flutter sont issus du matériel. Et moi, j'aime bien cette interface-là, déjà. OK, donc votre matériel app, la title, vous avez le titre de votre application. Nous verrons un peu plus tard à quoi sert ce titre. Et ensuite, vous avez vos thèmes data où vous pouvez modifier les informations du thème de votre application, par exemple la couleur primaire,
Là, par exemple, la couleur primaire est bleue. Vous allez voir lorsque je vais lancer l'application, nous allons constater que la couleur dominante, là, c'est la couleur bleue. C'est ça la couleur primaire. OK? Et ensuite, nous avons le Home. Le Home, c'est la page qui est lancée lorsqu'on lance l'application. Et là, le Home, c'est une classe My Home Page. Et elle n'est pas très loin, elle est juste là. My Home Page est un widget stateful. Donc, son état peut changer à tout moment. Laissez-moi supprimer ces commentaires pour éviter le superflu. Et puis, nous avons notre homepage a un attribut qui récupère depuis le constructeur, qui est le titre. Comme on le voit là, title est passé à homepage. Ça veut donc dire qu'au moment du chargement de cette homepage, on passe le titre et c'est ce titre qui sera attribué à notre homepage. Et voilà comment est déclaré un stateful widget, plutôt simple, mais ce stateful widget est relié à ce qu'on appelle un state. Donc, lui, il est relié à un état. Et un état, c'est une autre classe qui, voilà, hérite de la classe state suivie de la classe à laquelle elle fait référence. Donc, c'est dans le create state qu'on instancie l'état de la classe. OK. Et c'est là que tout est programmé, en fait. Donc, nous avons le set state. D'abord, le increment counter, qui est une fonction qu'on pourra appeler n'importe où dans la classe My Homepage State. Et qu'est-ce que fait increment counter? Comme on le constate là, le state possède un état qu'on appelle le counter, qui est un compteur initialisé à 0. Et là, le increment counter vient incrémenter ce counter. Donc, à chaque fois qu'on appelle increment counter, counter passe à 1. Alors, où est-ce qu'on utilise cette méthode? On va le voir ici, widget, build, context. Ça, c'est en fait la structure minimale, oui, d'un projet, d'un widget. Il doit toujours réécrire cette méthode de build et retourner un widget. Là, le scaffold, c'est aussi un widget. Alors, le scaffold, c'est ce widget-là qui est en fait une page. Ceux qui ont fait Android avec Java, c'est une activity en fait. C'est lui le scaffold. Et le scaffold possède une app bar qui possède lui aussi un title. Et tous sont des widgets, comme je l'ai proposé. Donc, Flutter, ce n'est que widget. Alors, voilà, le body, c'est le contenu de la page. Et ils ont fait un center avec column. Column, c'est un widget qui permet d'aligner des éléments en colonne. Donc, l'une après les autres dans l'ordre vertical. Et voilà, il aligne un texte et un second texte pour le compteur. Essayons de lancer ceci pour voir ce qui se passe, pour voir comment ça se présente. OK, on démarre l'application. Oh non, je viens de constater que j'ai démarré sur le mauvais device, dans le mauvais appareil. Là, c'est mon téléphone qui est branché. Je déroule et je sélectionne mon AVD, mon émulateur, et je redémarre. Bien évidemment, puisque c'est la première fois qu'on démarre un projet Flutter, qu'on compile ce projet, ça va prendre un petit peu de temps, maximum 3 minutes. Ça va finir de générer l'APK et directement l'installer à notre émulateur. Alors, on patiente juste un peu. Mais pendant ce temps, je continue de vous expliquer le code. Voilà. Et chaque widget aussi possède ses propriétés. Ce sont des classes normalement. Donc, le texte peut avoir un style. On peut réécrire le style. On peut dire, quand on fait theme of context, text theme, headline for,
il est en train de récupérer un style qui a déjà enregistré dans le thème. Et ce style, on peut le réécrire là, dans le thème data. On verra par la suite comment entrer en profondeur dans ces notions-là. Alors, ensuite, il a un floating action button dans le scaffold. Et qu'est-ce que c'est? C'est ce petit bouton rond qui est souvent à l'extrême droite en bas. Souvent, c'est un bouton d'ajout avec un plus. Et c'est ce qu'ils ont fait ici. Ils ont mis une icône dans ce bouton et un tooltip, en fait, c'est un message qu'on affiche lorsqu'on maintient sur un bouton. Donc, si déjà vous ne comprenez pas ce que l'icône veut signifier, vous maintenez sur le bouton et c'est ceci qui va s'afficher pour mieux vous indiquer que voilà, ce bouton sert à ceci. Voilà. Et onPressed, c'est la méthode qui est appelée lorsqu'on appuie sur ce bouton. Et là, vous voyez, on a fourni la méthode increment counter. Et comme vous pouvez le constater, increment counter, tout ce qu'elle fait, c'est un set state. Donc, elle va modifier l'état de notre classe, de notre My Home Page State, et venir ici incrémenter le counter. Donc, counter qui était à 0 va passer à 1. Et puisque counter est concaténé quelque part ici, texte, dans ce texte, lui aussi directement, il va être mis à jour sans qu'on ait à toucher ce widget. Voilà. Donc, c'est de ça que je parlais quand je parlais de stateful widget. Il vous suffit juste de modifier la variable et partout où cette variable intervient, elle va être modifiée. Et n'oubliez pas qu'elle doit être modifiée par le biais du set state. Parce que si elle est modifiée à l'extérieur d'un set state, aucun changement ne sera effectué parce que le set state, c'est celui-là qui va actualiser l'affichage après la modification des variables. Et le set state, c'est une méthode comme toutes les autres. Vous pouvez écrire des centaines de lignes de code à l'intérieur, ça dépend de vous. Là, ils ont juste mis une incrémentation du compteur et voilà quoi, c'est tout. Là, on constate qu'on a une erreur. C'est pas grave, c'est juste parce que footer, et c'est déjà bien qu'on est là, parce que si ça venait et que je n'étais pas là, vous n'aurez pas su quoi faire. Là, on parle du NDK Bundles. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Généralement, lorsqu'on crée un projet Flutter, il faut renseigner la version du NDK. Et le NDK, comme je l'ai mentionné tout à l'heure dans le téléchargement des SDK, il vous faut le spécifier. Bien entendu, après l'avoir téléchargé. Donc, moi, je l'ai téléchargé ici, NDK. Et voici ma version de NDK que j'ai téléchargée. Je fais un rename et je copie juste cette version parce que le nom du dossier correspond à la version du NDK. Et je reviens ici, test, non, j'affiche tout le projet et je viens dans test, Android pour configurer l'Android, app, Gradle, build.gradle. Alors ici, nous allons venir renseigner une propriété NDK version juste là, en dessous. NDK version. Et on met la version de notre NDK. Parce que lui, naturellement, il ne peut pas le deviner. OK. Lorsque c'est fait, on ferme Gradle. OK. Et on redémarre le projet. On redémarre la compilation, en fait. Et là, tout devrait très bien se passer. Et vous voyez donc pourquoi je vous recommande d'avoir une machine très performante. Parce que là, je suis sur un Core i5, 10 Go de RAM. Mais regardez le temps que ça me prend pour compiler un projet Flutter. Donc, si vous avez vraiment en dessous de ces capacités-là, vous aurez beaucoup de problèmes. Alors là,
Notre APK a déjà été généré, donc il ne va pas tarder à être installé sur notre émulateur. C'est déjà ce qu'il est en train de faire et hop là, notre projet a été installé. Voilà, et voilà l'application. OK. Si déjà vous avez cet affichage après la création de votre projet Flutter, cela signifie que tout marche à merveille. Je vais fermer ceci et essayer de séparer mon écran en deux. Voilà. OK. Nous avons donc ceci. Home, la page d'accueil, la page qui sera lancée. Celui-ci, je sais pas pourquoi il est en train de craquer là. Oh, bon, c'est pas grave. Voilà notre home qui a pour titre Flutter Demo Homepage. C'est ce titre-là qui est là. On peut le modifier. On enlève page. Et l'avantage lorsqu'on développe Flutter, c'est qu'on peut modifier le code pendant qu'il est en exécution. On fait juste un CTRL S et vous allez voir les modifications s'effectuer en temps réel directement. Donc, plus besoin de recompiler. C'est ça qu'ils appellent le hot reload. Hot reload. Laissez-moi vous l'écrire. Hot reload. Donc, c'est pour dire actualisation à chaud sans recompiler l'application. Et ceci est valable pour toutes les modifications que vous ferez dans le code. Et en même temps, vous avez le hot restart qui va relancer l'application à chaud aussi sans recompiler. Alors, ça, ce sont juste des petits détails. Et c'est pareil partout, hein. Si j'enlève ici many, c'est ce texte-là. You have pushed the button this many times, c'est celui-ci. Et dès que j'enregistre, vous allez le voir changer. Many disparaît. Et comme je le disais, le set state, lorsqu'on clique sur ce bouton, celui-ci, le floating action button, lorsqu'on clique dessus, vous allez voir ce compteur qui est à 0 parce que ce 0, c'est la valeur qu'on a renseignée ici, counter 0. Et lorsqu'on va appuyer dessus, on va appeler la méthode increment counter et ajouter 1 à cela. Vous avez vu. Donc, c'est un peu comme ça que Flutter fonctionne. Alors, sans plus tarder, on va supprimer tout le code que Flutter nous a généré et écrire le nôtre. Voilà. On a juste besoin de changer le body. On n'a pas besoin du floating action button, on peut le retirer. Le voici. OK. Où est-ce qu'il se termine? C'est là. On le retire complètement. Voilà. Et voilà, on peut venir ici, supprimer, commencer par supprimer tous les commentaires. Oui. Et voilà. On y va. OK. On supprime ce colonne. Bon, on aura toujours besoin du colonne. Là, là, on les supprime. OK. On va créer un premier item qui sera notre rectangle vert dans lequel sera affiché le message qu'on a affiché en fonction de si l'utilisateur a rempli son nom ou pas. Ça s'appelle un container. Vous aurez le temps de parcourir tous ces widgets parce qu'il y en a toute une panoplie, hein. Container, on met un padding, edge, insets, all, 15 par exemple. Là, c'est pour dire l'espacement entre le contenu du conteneur et le conteneur lui-même. On met 15 pixels et c'est souvent bien de mettre un const ici. Voilà, on met une virgule. Et dans ce conteneur, on met un child, et on y met un texte comme prévu.
dans notre cas pratique. Et là, le texte, il est dynamique. Donc, il change en fonction de si on a un nom ou pas. Alors, ce qu'on va faire, on va d'abord commencer par créer la variable nom. Déjà, compteur ne nous sert plus. Et les types sont les mêmes, hein. Ce sont les types que vous connaissez déjà, les types basiques. Donc, string, int, float, double et ainsi de suite. Donc, ici, on a besoin du nom. C'est un string. Nom. Voilà. Et on a aussi besoin, bon, ça va, non, ça va. On peut l'initialiser parce que déjà, il faut ça, une valeur par défaut avec footer. Et voilà, on va créer une méthode qui va nous permettre de vérifier s'il y a un nom et renvoyer la chaîne de caractères qu'il faut pour cela. Alors, cette fonction va retourner une chaîne de caractères, donc précédée de son type, string, et l'underscore get message, par exemple. Et voilà, on ouvre là et on fait un if. Je suppose que vous connaissez quand même déjà les syntaxes normales, donc le if et autres. Donc, on fait if non égale à vide. Alors, on return. On a dit quoi dans notre cas pratique? S'il n'y a pas de nom, on affiche veuillez nous dire comment vous vous appelez. On fait donc veuillez nous dire comment vous vous appelez. Un point virgule, bien sûr. Et else, s'il y a bien évidemment un nom, on fait un return de quoi? Bonjour, nom, suivi de et bienvenue sur notre application. Donc, on peut le faire comme ceci. Bonjour. Avec Flutter, vous allez voir, c'est très simple. Nom et bienvenue dans notre application. Point virgule. Là, notre méthode est complète. OK. Et comme vous pouvez le constater, on n'a pas eu besoin de fermer les côtes, ajouter un plus pour pouvoir concaténer, non. Avec Flutter, il y a ce qu'on appelle l'interpolation linéaire, c'est ce qui permet d'intégrer directement des variables dans une chaîne de caractères. Et pour faire cela, on a besoin de précéder notre variable par le signe du dollar. Vous voyez là, la couleur est différente, donc c'est pour dire que la valeur est interpolée. Alors là, on n'aura pas besoin de cette fonction. Tout ce dont on aura besoin, c'est d'un contrôleur. C'est celui qui permet de vérifier, d'utiliser les zones de saisie. Donc, on peut avoir un input et pour contrôler, disons, pour avoir la valeur de ce input, on a besoin d'un contrôleur pour pouvoir changer l'état à tout moment. Et comment ça s'appelle en Flutter? On appelle ça un text editing controller. Ça, c'est le type. On va appeler ça non contrôleur et l'instancier de type text editing controller. Vous allez le constater avec Flutter. Pas besoin, bon, il y a une erreur, j'ai oublié un T ici. Pas besoin de mettre le new ici. Bon, c'est vrai, ça va passer. Mais avec Flutter, vous voyez déjà l'IDE le souligne. Il va nous demander de retirer le new. Remove unnecessary new keyword. Donc, c'est pas vraiment nécessaire. C'est vrai, ça passe, mais on peut toujours l'instancier comme ceci. Donc, pour cela, ici, nous allons mettre dans la valeur du texte notre get message. Voilà. Et le get message va directement venir se placer ici en fonction de si on a un nom là ou pas. OK.
Bon, je pense que vous parlez des contrôleurs maintenant, c'est un peu trop tôt. Ce qu'on va faire, on va rester là et on va utiliser le set state pour mieux comprendre la notion de state en fait. Donc, on va créer une méthode neutre qu'on va appeler set nom précédé par un underscore. Et déjà, avec Flutter, lorsque vous précédez une méthode ou un attribut par un underscore, cela signifie que cet attribut est privé à la classe. Donc, pas besoin du mot-clé private ou public avec Flutter, non. C'est juste avec les underscores, les underscores. Et là, on modifie dans le state. Le set nom doit prendre un nom en paramètre. C'est un string. Non, j'ai supprimé les parenthèses. Voilà, un string, nom. Et là, on fait un set state, set state, et on fait nom est égal à nom. Bon, c'est vrai, c'est un peu ambigu. Mettons nouveau nom ici. Nouveau nom. Et là, on met nouveau nom. OK. Et puis directement, on vient là. Après celui-ci, on met un sized box. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Height, disons 20 pixels. Et on met un bouton. Text button. Voilà. Text button. On met un child. Texte toujours. Et on peut dire saluer. Et tout ceci. Const. Voilà. Il nous envoie une erreur. C'est pourquoi. Et voilà pourquoi c'est important d'avoir une IDE. Là, il dit. Qu'est-ce qu'il dit? OK, il nous faut une méthode onPressed, c'est obligé. Alors, onPressed, on n'a pas besoin de tout ceci. On renseigne juste la méthode set non. Tout fin de compte, on aura besoin d'un contrôleur. Voilà. Ici, on recrée notre contrôleur. Text editing controller. Non contrôleur égal à text editing controller. Voilà. Et ici, comme nouvelle valeur du nom, on fait nom controller.text. Voilà, ici, on ajoute ceci. Bon, pas nécessaire. OK. Donc, on a besoin de mettre ceci dans les accolades parce qu'il ne retourne aucune valeur. Voilà. Et puis, c'est bon. Maintenant, on met le champ de saisie qui va récupérer le nom. Et là, on fait un text field. Et là, on met un style. Input. Je vous expliquerai tout ceci par la suite. Input style. Non. Text. Input. Text input style.
Un instant. Non, c'est pas ça. C'est decoration. OK. Decoration. Input decoration. Et là, on met un label. Label texte. Votre nom. OK. Et là, on n'oublie pas le const et la virgule. OK. Et ici, pour chaque text field, on précise son contrôleur. Donc, contrôleur, on a nom contrôleur. Il y a le U que j'ai oublié ici. Qu'est-ce qui ne va pas? OK. Sûrement des problèmes d'orthographe. On corrige. OK. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, OK, il faut retirer le const ici et le mettre là. Const, OK. Là, c'est bon. Tout est propre. On enregistre notre code. Il est rechargé à chaud. OK. Veuillez nous dire comment vous vous appelez. Là, c'est parce qu'on n'a pas de valeur de nom ici. Lorsqu'on va mettre A Boubacar et qu'on va les saluer. Bonjour Aboubacar et bienvenue dans notre application. On supprime Aboubacar, on le laisse vide, saluer et nous dire comment vous appelez. On va mettre Sidik, saluer, bonjour et bienvenue dans notre application. Bonjour Sidik. Donc vous voyez, il n'y a pas eu vraiment besoin de modifier l'élément graphique depuis le code, juste avec le set state. On peut modifier n'importe quoi sur le graphisme, juste en mettant à jour la variable. Donc, voilà, notre petite application, elle est parfaite, tout en espérant que vous avez bien compris le principe. Alors, comme je vous le disais, j'ai préparé quelques petits liens pour vous si vous avez besoin de mieux vous documenter sur le Dart ou alors sur Flutter. Et voilà, avec Dart, vous avez la possibilité de directement écrire du code de Dart en ligne. C'est le deuxième lien. Ou alors, si vous avez besoin d'une documentation plus approfondie sur le Dart avant de commencer Flutter, vous utilisez le premier lien, la documentation officielle. Et si vous voulez directement une documentation sur Flutter, comment utiliser ces widgets, comment intégrer des fonctionnalités et tout, vous avez besoin du troisième lien, qui est la documentation officielle sur Flutter. Alors, aussi que vous avez la possibilité d'aller sur le site Gojambar pour avoir accès au forum. Si vous avez toute autre question lors de votre du travail, en fait, sur Flutter, je pourrais vous répondre par là. C'est mon ouvrir un code Gojambar. Là, il vous faut donc déjà avoir un compte Gojambar. Là, nous sommes à l'accueil. Je vais vous montrer comment accéder au forum. Lorsque vous avez votre code Gojambar, vous avez juste à aller jusqu'au pied de page de la plateforme. Quand vous êtes connecté, bien sûr, que ce soit à la page d'accueil ou dans n'importe quelle page, vous avez votre footer. Laissons le temps aussi de charger. Voilà. Lorsque vous êtes connecté, vous avez ce lien-ci, forum. Vous y accédez. Et par là, vous choisissez votre sujet. Votre forum, par exemple, pour le nôtre, c'est Flutter. Vous y accédez. Et lorsque vous êtes là, vous avez la possibilité de poser vos questions. Alors, voilà le petit formulaire pour poser votre question. Là, vous mettez le sujet. Par exemple, erreur lors de la création d'un widget ou alors tel widget ne fonctionne pas. Et là, vous mettez une description brève de comment est-ce que vous aurez besoin qu'on vous aide.
Et voilà, vous pouvez ajouter des tags pour que votre ticket soit plus visible ou alors plus facilement facile à trouver. Et ensuite, vous envoyez votre demande et je viendrai vous répondre personnellement ou alors si une personne a déjà eu à résoudre ce problème, il vous aidera également. Alors ça, c'était pour la partie du forum. Et voilà, on en a fini pour cette première partie de la formation sur Flutter pour débutants.